Vous pensiez qu'il parlait d'elle, ou peut-être d'elle, mais pourtant il n'en est rien. Michael Jackson n'en est pas à son coup d'essai quand il s'agit de faire une chanson rock. Sauf quand il décide cette fois-ci de blâmer son chagrin d'amour. Un morceau fort qui annonce la continuité de la thématique de l'Opus Bad. Parlons aujourd'hui de Dirty Diana. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur la création du titre, nous reviendrons également sur le choix artistique de son court-métrage et l'abandon de sa première version. Mais pour commencer, je vous propose de revenir sur la genèse du titre. Michael Jackson se hâte de travailler sur cette chanson qu'il considérait comme une de ses préférées. Étant d'une certaine manière l'enfant illégitime entre Billie Jean, qui racontait déjà une histoire autour d'une groupie, et Beat It, qui avait déjà un fort caractère rock'n'roll. Une ambiance qui se ressent dans la mélancolie des couplets et le coup de gueule du refrain. Et si encore une fois on aborde cette chanson d'une manière autobiographique, on se pose légitimement la question de qui il parle dans sa chanson. Qui est cette fameuse Diana ? Dans un premier temps, la plupart des gens avaient tout de suite envisagé qu'il pouvait s'agir de Diana Ross. D'un côté, on est bien conscient de tout l'amour qu'a toujours porté Michael Jackson à son mentor, mais également le fait qu'il avait mal vécu son mariage de 1985, traduisant alors pour lui un potentiel chagrin d'amour sans jamais vraiment l'officialiser. De plus, l'idée que Diana Ross puisse être la fameuse femme de la chanson se colporte au travers du clip vidéo qui choisit de mettre en scène une femme ressemblant étrangement à la chanteuse des Suprêmes. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Dans l'heure, on sait que Michael Jackson n'a jamais vraiment révélé la véritable identité de la femme qui est décrite dans sa chanson. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il veut pouvoir offrir au morceau un guest de qualité tel qu'il l'avait déjà fait pour Beat It, mais voulant apporter un côté plus heavy metal, pour lui offrir un bridge avec une guitare solo. Il tient à faire venir le guitariste de Billy Idol, Steve Stevens. L'idée étant soufflée par Quincy Jones qui avait contacté le producteur de Van Halen, Ted Kampelman, lui demandant qui il pouvait avoir pour proposer quelque chose de nouveau. Et comme à son habitude, lorsque Quincy Jones contacte Steve Stevens, celui-ci pense d'abord à un canular et raccroche le téléphone. Quincy Jones rappelle et enfin pris au sérieux, il lui dit tout simplement « Nous sommes en train de travailler sur la suite de Thriller, est-ce que cela vous intéresserait de venir jouer sur une chanson ?» Steve Stevens accepte avec grand plaisir, mais à une seule condition, que Michael Jackson soit bien présent pendant la session d'enregistrement. Pour la petite histoire, Steve Stevens avait travaillé pour une chanson de Diana Ross et celle-ci ne s'était pas rendue aux sessions du guitariste, ce qui l'avait beaucoup dérangé pour la vision artistique. C'est ainsi que celui-ci s'équipe de sa guitare Jackson, direction le studio Westlake à Los Angeles pour travailler le titre. Et Steve Stevens se rappelle très bien de cette journée d'enregistrement. À l'écoute du titre, la première chose qui m'avait frappé, c'est qu'elle sonnait bien plus heavy et plus sombre que je ne l'aurais imaginé. On aurait dit qu'elle avait un sacré caractère avec une bonne dose de méchanceté, ce qui était génial pour moi. Car en tant que guitariste, tu as envie d'y aller à fond et jouer de façon agressive. Et pendant l'enregistrement, Steve Stevens fut surpris de se sentir tellement à l'aise autour de ce trio légendaire, à savoir Michael Jackson, Quincy Jones et Bruce Swedden. Mais ce qui rendait la chose confortable pour Steve Stevens, c'était la méthodologie de travail qui était similaire à la sienne, à savoir enregistrer les titres en imaginant déjà leur distribution, les remixes, les versions longues, les versions radio et évidemment pour les boîtes de nuit. Il se souvenait encore, il nous fallait pas mal de matière pour créer les remixes. Ils m'ont expliqué que la chanson serait raccourcie et qu'ils me donneraient une version plus longue pour jouer en studio. Il devait y avoir près de 2 minutes de solo en plus du morceau. Solo qui à ce jour dort toujours dans les archives. On n'était pas beaucoup en studio, juste 4 gars réunis pour essayer de faire de la bonne musique. Oui, quand il dit 4 gars, c'est bien lui, Quincy Jones, Bruce Swedden et bien sûr Michael Jackson. Ça m'a plutôt mis à l'aise car au final, tu te rends compte que tu es là pour la musique et une fois qu'on s'y met, tout le reste est secondaire. On ne faisait que parler de musique. Michael Jackson était très pointu de ce côté et les choses qu'il demandait étaient vraiment cool. Il avait compris qui j'étais et quel était mon univers. Et j'essayais de donner le meilleur de moi-même, c'était une excellente session d'enregistrement. Mais au-delà de son côté heavy, Michael Jackson aligne parfaitement la production de la chanson pour coller à l'identité auditive de Bad. La chanson s'habille grâce à l'ingénieur du son Christophe Curel qui s'occupe du sync-clavier et des nouvelles technologies qui caractérisent tant cet opus. Et alors que la chanson va être exploitée en single, il est décidé de l'accompagner d'un court-métrage qui initialement ne devait quasiment pas ressembler à la version finale qu'on connaît tous. Et Michael Jackson va de nouveau faire appel à Joe Pytka pour réaliser le court-métrage. Pytka est un habitué pour ce qui est de mettre en scène Michael Jackson, l'ayant déjà fait pour les spots publicitaires Pepsi, dont on parle plus en détail dans la vidéo qui lui est dédiée.
et également à la réalisation de The Way You Make Me Feel, dont on parle un peu plus en détail dans la vidéo qui lui est dédiée. Cette fois-ci, c'est en plein bas de tour que Michael Jackson, fier de sa première tournée solo, oriente la narration du métrage directement en prestation scénique. Et autant vous dire qu'une chanson au style heavy metal parlant d'une groupie ne pouvait pas avoir meilleur environnement que celui-ci. Mais en plus de la prestation, il fallait bien sûr pouvoir apercevoir la fameuse Diana. C'est le mannequin Lisa Dean, célèbre pour avoir été l'égérie de la marque Levi's, notamment sur le jean Levi's 501, qui est castée pour jouer la mystérieuse jeune femme. Mais celle-ci reste dans l'ombre, incarnant alors le mal qu'elle est censée représenter dans la chanson. S'interrogeant alors sur ses intentions quant au fait d'attendre Michael dans l'ombre sans vraiment venir l'encourager sur scène pour sa prestation. Mais comme je vous le disais plus tôt, Pitka a une idée bien en tête de ce qu'il veut faire de ce clip vidéo et ne veut pas se cantonner à la simple prestation scénique et au fait de simplement apercevoir une femme mystérieuse. Il veut pouvoir faire d'elle une groupie à part entière et illustrer le fait qu'elle est le seul parmi tant d'autres à avoir atteint le cœur du chanteur. Joe Pitka et Larry Bridge élaborent alors une intrigue secondaire à côté de la prestation de Michael Jackson. Apercevant alors les coulisses pendant le déroulé du spectacle, où ce n'est pas une mais plusieurs groupies qui attendent Michael. La proposition d'offrir d'autres jeunes femmes prêtes à conquérir le cœur de Michael à la fin de son spectacle appuie un peu plus l'aura et le charisme de Lisa Dean, protagoniste de la chanson, comme si cette groupie avait réussi quelque chose que les autres convoitent, allant carrément jusqu'à briser le cœur de l'artiste, tout en restant dans son sillage de celle qui est au bon endroit pour l'accueillir à la fin de son spectacle. Et à bien des égards, cette proposition offrait des aspects plus intéressants. Comprenant alors que la prestation de Michael Jackson sur scène cache dans ses coulisses un sombre secret. De plus, la photographie de certains plans proposés sont juste sublimes, tels que le reflet de la devanture de la salle de spectacle dans une flaque d'eau. Volant également quelques plans de ruelles en pleine nuit à proximité de la salle, appuyant le côté dramatique du morceau. Cette version va également offrir une version longue du morceau quant aux sonorités qui doivent clôturer le titre. Mais cette proposition a tout de même quelques faiblesses au niveau de son montage, notamment au niveau de la prestation scénique de Michael, qui ne montre pas forcément les meilleurs plans qui le mettent le plus en valeur. Et vous l'avez bien compris, ce premier montage ne va pas du tout faire l'unanimité. C'est le producteur du clip, Larry Stissel, qui pose son veto après visionnage, indiquant alors à Pitka et Bridges qu'ils ont totalement édulcoré le côté sensuel, rock et submersif de la chanson. Celui-ci se hâte de donner son avis à Michael Jackson et Frank DiLeo, qui qualifient le métrage d'inexploitable. Michael Jackson et DiLeo confient alors à Stissel la tâche de retravailler lui-même la vidéo. Mais Stissel ne veut pas remplacer Pitka, qui reste tout de même un réalisateur reconnu dans le métier. Il décide alors de le convaincre de retravailler une autre version du clip. Celui-ci accepte et offre alors la version connue de tous, gommant alors intégralement la présence des autres groupies, concentrant l'intrigue de la mystérieuse Diana sur quelques plans de Lisa Dean et concentrant le film sur la prestation de Michael Jackson avec Steve Stevens. Et vous alors, vous êtes plutôt version officielle ou version alternative? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Dirty Diana fera partie des chansons proposées lors des concerts de la tournée du Bad Tour. Mais lorsque Michael Jackson devait se produire à Londres au Wembley Stadium, celui-ci préfère retirer la chanson du spectacle par respect pour la princesse Diana qui devait se rendre au concert ce jour-là. Michael Jackson rencontre la princesse Diana dans les coulisses du Bad Tour, celle-ci va le prendre à part et lui poser une question très subtile, lui demandant simplement si Dirty Diana allait faire partie du show. Michael lui indique alors que par respect pour elle, il avait retiré le titre de la playlist. Mais celle-ci, déçue de la nouvelle, indique alors à Michael sa déception, expliquant qu'il s'agissait de sa chanson préférée. Michael Jackson était navré et il n'a pas pu rajouter la chanson au concert, n'ayant pas suffisamment de temps devant lui pour s'organiser. I met her first at my concert in London. She was very kind, very loving, very sweet. What did you two talk about?
I wrote a song called Dirty Diana. And it's not about Lady Diana, it's about certain kind of girls that hang around concerts or clubs. You know, they call them groupies. The groupies, mm-hmm. I've lived in that all my life. You see these girls, they do everything with the band and the, you know, everything you can imagine. So I wrote a song called Dirty Diana. But I took it out of the show in honor of Her Royal Highness. And she took me away and she said, "Are you gonna do Dirty Diana?" I said, "No, I took it out of the show because of you." She goes, "No, I want you to do it. Do it. Do the song." So she had a sense of humor with you. Yeah, of course. And she told me she was honored to meet me, and I said, "It's an honor to meet you." Mais très honnêtement, j'ai jamais trouvé que la version live de Dirty Diana rendait hommage à la version studio. Une proposition trop rapide sur les paroles, avec une vocalise alternative moins pertinente et une proposition scénique qui manque de ce côté punchy que le court-métrage avait su mettre en avant. De mon point de vue, la prestation manque malheureusement de profondeur et dénature un peu sa percutance. Alors bien sûr, il ne s'agit que de mon avis, mais vous pouvez bien sûr me donner le vôtre dans l'espace commentaire, surtout si votre opinion diverge de la mienne. Dirty Diana est une preuve que Michael Jackson a une parfaite maîtrise du rock et de ce style musical. Un style qui a su prendre une place importante dans la carrière du chanteur, sachant faire évoluer son identité artistique depuis ses tout débuts. Une profondeur d'écriture avec une subtilité dans les violons, donnant un aspect cinématographique qui fait de cette chanson une œuvre importante dans la carrière de Michael Jackson. Et c'est sur ces bonnes paroles que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.